C'est l'après-midi de la Saint-Valentin de 1998. Steve et Kimberly Rico se tiennent par la main, ils se dirigent vers leur voiture, ils viennent de déposer leur fille qui a maintenant 8 ans chez un voisin et dans la banlieue de Maryland, là où ils habitent. Et ils ont maintenant tout le week-end de la Saint-Valentin pour eux et il y a de la surprise dans l'air, mais peut-être pas celle que vous imaginez. Si vous restez jusqu'à la fin, vous saurez laquelle. Pour la Saint-Valentin, Steve a planifié quelque chose, on ne sait pas quoi, et il est très discret sur les détails parce qu'il veut garder l'effet de surprise. Ça fait des semaines que Kimberly, qu'on appelle le plus souvent Kim, peut voir son mari au téléphone quasi en permanence. Mais elle ne peut jamais entendre ce qui se dit, il parle à voix basse, il raccroche avant qu'elle ne puisse entendre quoi que ce soit. Et après ces appels téléphoniques secrets, elle peut le voir écrire des notes comme ça. Steve a quand même donné un détail à Kim à propos de ce qu'il prépare et il lui a dit « Il faut que tu t'assures d'avoir de beaux vêtements, puisque bien t'habiller ». Enfin, l'heure du voyage est arrivée, le couple entre dans leur voiture après donc avoir déposé leur fille chez un voisin. Steve s'assoit sur le siège conducteur et Kim sur celui du passager. Dès que Steve démarre la voiture, Kim se tourne vers lui et lui dit « Alors, je peux savoir maintenant où tu m'emmènes, on va où ?» Mais Steve se contente de sourire et lui répond « Non, c'est une surprise. » Kim pousse un soupir théâtral, elle s'assoit, elle feint la frustration, mais au fond d'elle, elle est bien entendu heureuse. Kim voit que son mari fait vraiment un gros effort pour la rendre heureuse et c'est assez nouveau car ces derniers temps, leur relation n'a pas vraiment été au beau fixe. Kim et Steve sont mariés depuis 9 ans. Et ils sont tous les deux extrêmement différents. Steve est casanier, introverti, et Kim est tout son contraire. Elle est très extravertie, très sociable. Pourtant, ces différences sont ce qui les rapproche lorsqu'ils se sont rencontrés la première fois. Kim, lorsqu'ils se rencontrent la première fois, a donc une vingtaine d'années et elle vient de quitter l'université, elle vient d'en sortir. Et son expérience des hommes, ça se résume à les rencontrer dans des fêtes, dans des bars. Au début, leur relation, elle semble fantastique, incroyable, superbe, etc. Mais invariablement, ces hommes passent à autre chose et lui brisent le cœur. Steve, quand elle le rencontre, en tout cas, est très différent. Déjà, c'est un type énorme. Il fait 1m80, c'est un joueur de football américain, donc c'est du muscle massif, mais c'est un gentil géant en quelque sorte. Et dès qu'il rencontre Kim, elle peut comprendre que c'est un homme qui est très différent des autres hommes qu'elle a connus jusqu'ici. Déjà, il la traite avec respect, il est loyal envers elle, il se soucie vraiment d'elle et de son bien-être, donc tout de suite, ils s'entendent très bien. Kim tombe enceinte rapidement et Steve, le plus naturellement du monde, donc demande alors à l'épouser. Elle n'hésite pas une seconde pour se marier avec Steve et ils sont très amoureux. Le mariage avec Steve est un facteur très stabilisant dans la vie de Kim. Elle retourne à l'université, elle obtient son diplôme, ce qui lui permet de décrocher un emploi de technicienne en chirurgie. C'est donc le métier qu'elle fait au moment où je vous parle, enfin, du moment où on parle. Quant à Steve, lui, il s'avère être un père totalement fantastique. Il reste à la maison avec leur fille au début, lorsqu'elle est bébé, pour que Kim puisse sortir, étudier, travailler, etc., etc. Kim adore rentrer à la maison et voir Steve debout dans l'embrasure de la porte en l'attendant et en train de bercer le bébé lorsqu'elle voit cet énorme géant, je sais c'est un pléonasme, mais c'est vraiment l'impression qu'il donne, qui tient dans ses bras ce petit bébé. C'est un portrait très touchant, on pourrait croire que c'est un jouet. Mais avec le temps, petit à petit, Kim constate un changement chez Steve. Alors, il était une personne timide à la base, mais il était quand même capable de sortir et de fonctionner en société. Mais petit à petit, avec donc le fait d'être resté à la maison pour garder l'enfant, il est devenu une personne beaucoup plus timide, qui ne sort plus du tout. Et de qui plus est, il refuse de sortir avec Kim, il veut plus parler à personne, il veut pas passer du temps avec les amis ou leur famille, etc. La seule chose qu'il veuille faire aujourd'hui, c'est de rester à la maison, regarder la télé ou aller traîner dans la cave, à bidouiller, bricoler des trucs.
Donc de toute évidence, il est dans une forme de dépression et son introversion devient de plus en plus étouffante pour Kim. Donc Kim lui propose plusieurs fois d'aller en thérapie pour aller mieux, elle lui propose même d'aller avec lui ou de l'accompagner, mais Steve refuse à chaque fois, il est hors de question, il n'a pas envie de thérapie, ni rien, ni rien, ni rien. Donc finalement, au nouvel an 1998, Kim, elle tient plus, elle est très malheureuse et de toute évidence, rien n'indique que Steve va changer. Donc à ce fameux nouvel an, elle annonce à Steve qu'elle veut divorcer. Lorsque Steve apprend la nouvelle, c'est un électrochoc, quoi. Ça l'anéantit et il réalise vraiment la gravité de la situation. Apparemment, il ne l'avait pas réalisé avant, mais là, il voit que les choses sont devenues très sérieuses. Il sait que Kim n'est pas très heureuse avec lui, mais il s'imaginait quand même pas qu'elle avait envie de se séparer. Donc Steve s'effondre et il supplie Kim de lui donner une chance. Il va changer, il peut changer, il va faire de son mieux, il va lui prouver, il veut que ce mariage fonctionne, s'il te plaît, donne-moi une chance. Et donc Kim accepte cette chance, de lui donner une chance. Et c'est ainsi qu'on en vient à cette escapade très secrète que Steve a planifiée pour la Saint-Valentin. Ce voyage est censé marquer le début de leur nouveau mariage, entre guillemets. Kim est enthousiaste et elle commence à devenir très optimiste quant à l'avenir parce qu'apparemment il se passe quelque chose. Steve roule pendant près de 2 heures, il quitte l'autoroute, il finit par prendre des petites routes de campagne et enfin il s'arrête au parking de ce qui s'appelle Harbour Town Golf Resort. Une fois garé, il tape dans ses mains, il se tourne vers Kim et il dit « Bah voilà, ça y est, on est arrivé ». Kim regarde son mari, il y a des terrains parfaitement entretenus et magnifiques, c'est un magnifique complexe, elle sourit, elle saute de la voiture, ils se prennent par la main et ils entrent donc dans le centre pour s'enregistrer. Pendant qu'ils s'enregistrent, on leur offre des coupes de champagne, c'est très sympa, et puis après l'enregistrement, on leur donne leur carte d'accès et la réceptionniste leur dit donc que la maison qu'ils ont choisie, le chalet où ils séjournent, c'est tout simplement la plus belle propriété de toute la station de vacances. C'est le chalet donc 506. Ils sont ravis, ils prennent leur champagne, qu'ils n'ont pas fini, et les clés de leur chambre, et donc ils regagnent leur voiture, et donc vont dans le complexe jusqu'à leur maison. C'est donc la maison 506, et elle donne en effet sur le lac, c'est merveilleux, c'est superbe. Lorsqu'ils entrent, Kim reste sans voix, c'est une suite rustique avec un poêle à bois au milieu, des grands lits, une table basse pour le petit déjeuner, enfin bref, c'est superbe, quoi. Et lorsque Kim entre vraiment dans le chalet, elle remarque que sur la table, il y a une carte qui est posée, genre carte d'invitation de mariage. Kim est intriguée, elle regarde Steve, qui lui sourit, qui lui dit « Bah vas-y, lis-la ». Donc Kim s'approche, prend la carte et la lit en souriant. La carte est une invitation à un mariage, oui, mais pas de n'importe quel mariage. Steve a acheté ce qui s'appelle un forfait d'escapade romantique. Et ça comprend donc ce magnifique chalet, mais aussi un dîner-théâtre qui se tiendra dans l'établissement principal, dans la salle des fêtes. Et donc la description de ce fameux dîner-théâtre est donc sur l'invitation. Il s'agit d'un théâtre mystère qui est intitulé « La mariée qui pleurait ». Dans ce spectacle, les acteurs et le public vont ensemble jouer dans un mariage. Pendant ce mariage, un meurtre va être commis et le public doit découvrir qui est le coupable. Après avoir fini de lire la carte, Kim se tourne vers Steve, elle sourit, elle s'approche de lui, elle le serre dans ses bras. Steve lui rend son étreinte, bien entendu. Le couple passe les 2 heures suivantes assis au coin du feu, dans leur jolie maison, à boire du champagne, à parler de l'avenir, à se raconter des histoires et à s'amuser. Vers 19 heures, Steve et Kim mettent leurs beaux vêtements et se rendent donc à pied à l'endroit où se déroule ce fameux dîner-théâtre. Il s'agit donc de la salle des fêtes où il y a des tables beiges qui ont été installées pour le public. Une fois que Steve, Kim et les autres membres du public ont pris place, les acteurs et les actrices entrent dans la salle, ils sont tous habillés en tenue de mariage, il y a une mariée, il y a le marié, la fête de mariage, le public est invité à participer au mariage comme s'ils étaient des invités, et le public donc mange et après se lève et commence à participer au mariage, puis l'heure est venue pour le public
de prendre place et regarder le drame se dérouler. Kim est rapidement absorbée par le spectacle, elle est enthousiaste, elle parle aux acteurs et aux autres invités comme si elle faisait partie du mariage et elle s'amuse comme une folle. La pièce elle-même parle d'un marié qui fait partie de la mafia et qui a forcé sa fiancée à l'épouser en menaçant sa famille. Lorsque le marié se lève et porte un toast avec son champagne, il boit une gorgée et il tombe raide mort. Kim regarde tout cela avec délectation, mais elle ne cesse de regarder Steve, espérant le voir s'amuser, mais chaque fois qu'elle le regarde, elle constate que son visage n'a aucune expression et qu'il regarde droit devant lui, comme s'il s'en fichait ou comme s'il était totalement désintéressé. À plusieurs reprises, Kim se penche vers lui et lui dit « Hey, tu sais chérie, à ton avis, c'est qui a fait le coup? Qui est le tueur à ton avis ?» Mais Steve l'ignore complètement, c'est comme si elle n'était pas là, comme si la pièce n'était pas là, comme si il a l'air totalement déconnecté. Finalement, Kim et quelques autres spectateurs très enthousiastes comprennent que le tueur, c'est la mère de la mariée qui a empoisonné le marié. Une fois cette découverte faite, la pièce se termine. Tout le monde se lève de son siège et commence à partir. Kim est ennuyé parce que Steve est si silencieux et qu'il ne s'investit pas dans la pièce. « Nous avons fait tout ce chemin, pourquoi est-ce que tu fais pas au moins semblant de l'apprécier ?» a-t-elle envie de dire. Mais elle se dit que Steve a fait beaucoup d'efforts pour ce week-end, elle ne veut pas commencer une dispute maintenant, donc elle dit à Steve, bon ben, tu sais quoi, on pourra aller au bar, prendre quelques verres et les ramener au chalet et finir la soirée entre nous. Steve est tout à fait d'accord. Le couple, donc, va au chalet 506 en se tenant la main, ils rient, ils se racontent des histoires, et donc ils entrent dans le chalet, et Steve pose les bières sur la table, les bières qu'ils ont achetées donc au bar. Kim va dans la chambre à coucher pour se changer et mettre quelque chose de plus confortable. Elle sort donc du salon et entre dans la chambre et ferme la porte, tandis que Steve se dirige vers la porte d'entrée et la ferme à clé. Maintenant, on va faire un petit bond dans le temps de 3 heures. Et 3 heures plus tard, un homme qui s'appelle Philippe Parcan et qui séjourne également à ce centre de vacances avec sa famille, entend une agitation dans le hall et il entend des gens dire que il y a un incendie au chalet 506 et il y a peut-être quelqu'un à l'intérieur. Philippe se tourne immédiatement vers son cousin qui l'accompagnait en vacances et tous les deux se précipitent à l'extérieur et commencent à courir vers le chalet 506. Lorsqu'ils arrivent au chalet, celui-ci est en effet en flammes. Philippe court jusqu'à la porte d'entrée, mais elle est fermée à clé. Donc il ne peut pas entrer, il crie pour voir s'il y a quelqu'un à l'intérieur, s'il y a une réponse, mais pas de réponse. Philippe et son cousin vont donc jusqu'à l'arrière de la maison, où il y a une porte coulissante en verre, et Philippe essaye la poignée, mais elle est verrouillée de l'intérieur, donc impossible. Dans l'entretemps, le cousin court jusqu'au centre pour aller chercher un extincteur. Une fois que le cousin est parti, Philippe retourne, regarde la porte coulissante en verre, et puis il se rend compte que c'est ce genre de porte qui peut s'ouvrir des deux côtés. Et donc il avait vérifié que d'un seul côté, donc le côté de la serrure, et il l'avait donc trouvé verrouillé, mais il remarque que de l'autre côté, la porte est déverrouillée. Et d'ailleurs c'est évident parce qu'elle est un petit peu entrouverte. Donc Philippe l'ouvre, et donc la fumée commence à en sortir, il y a beaucoup de fumée qui en sort. Il se baisse pour mieux voir parce qu'en bas, il n'y a pas beaucoup de fumée encore. Il y a comme une petite poche d'air aux environs du plancher. Il regarde à l'intérieur et pendant un certain temps, il ne voit rien du tout. Et puis, il remarque qu'au milieu de la chambre à coucher, à l'intérieur du chalet, il y a les pieds de quelqu'un qui est allongé sur le sol. Il ne peut pas voir de qui il s'agit, il ne peut pas voir si c'est un homme ou une femme, il peut seulement voir des pieds. Donc, Philippe crie qu'il entre. Pas de réponse, et il ouvre la porte en grand, et donc il commence à ramper dans la chambre, il tousse, il crache à cause de la fumée, et puis il arrive à pouvoir attraper un des pieds, il le secoue pour voir s'il y a une réaction, et si la personne peut se lever et partir d'elle-même, mais apparemment non, rien. Donc comme le feu prend de plus en plus d'ampleur, et que la fumée devient de plus en plus épaisse, Philippe commence à paniquer, parce qu'il a peur d'être pris au piège également, et donc il attrape la jambe qui est là, et puis il commence à la tirer. Donc c'est difficile, parce que c'est pas... Enfin, je veux dire, c'est quand même un être humain, ça pèse plusieurs kilos, donc c'est pas comme tirer un petit truc. Et puis donc, il finit par... Le cousin arrive, et à deux, ils ont donc tiré cette personne,
porte à l'extérieur, l'amène à l'extérieur, et une fois qu'elle est sortie, ils peuvent se contenter de constater son décès. Le visage est totalement brûlé, totalement méconnaissable, donc ils ne savent pas de qui il s'agit. Les pompiers arrivent, ils éteignent l'incendie, et comme dans tous les incendies, il y a une enquête de police. Et voici donc le résultat de leur enquête. Alors, ce qui s'est passé, c'est que après le retour de Kim et de Steve dans leur chalet, Kim va donc se changer dans la chambre à coucher, et donc Steve va à la porte d'entrée et la ferme à clé. Et quelques minutes plus tard, Kim sort de la chambre, elle est vêtue d'une tenue sexy, elle regarde Steve en souriant, et elle lui dit « Allez, mets-toi au lit, mon chéri, je te rejoins dans une seconde. » Steve se met au lit, il s'allonge, Kim s'approche, elle prend quelque chose de son sac, et elle revient vers le lit. Et elle sort une seringue, tout d'un coup, et la plante dans Steve avant qu'il ne puisse faire quoi que ce soit. Et ce qu'elle lui injecte, c'est ce qu'on appelle de la succinylcholine. C'est ce qu'on appelle également du succinylcholine. Alors, qu'est-ce que c'est que ce truc-là ? Comme je vous l'ai déjà dit, Kim travaille en tant que technicienne de chirurgie, et elle a donc accès à une foule de produits. Et la succinylcholine, c'est difficile à dire sans s'en mêler les pinceaux, c'est utilisé pour détendre les muscles des patients pendant les opérations. Mais si on administre une dose trop importante, ça arrête la respiration. Et ce médicament, il agit quasi instantanément. Ce qui signifie que Steve a vu sa femme le piquer avec cette seringue, mais qu'il a été instantanément paralysé, mais pleinement éveillé et tout à fait vivant. Il était vivant, il était paralysé quand il a vu sa femme poser la seringue. Il était vivant lorsqu'il a vu prendre de l'essence à briquet, s'approcher de lui et verser calmement l'essence à briquet sur son visage et sur sa poitrine. L'une des dernières images que Steve a probablement vues avant que ses poumons ne cessent de fonctionner et qu'il ne meure est celle de sa femme qui craque une allumette et qui l'enflamme. Après avoir mis le feu à Steve, Kim est sortie sans se presser de la porte de derrière et elle l'a fermée en la laissant entrouverte. Elle ne pouvait pas la fermer totalement. Elle se rend ensuite dans le hall du centre où elle joue la comédie en expliquant que son chalet est en feu et qu'elle croit que son mari est toujours à l'intérieur. Philippe donc entend Kim dire que son mari est peut-être à l'intérieur du chalet et c'est donc alors là que lui et son cousin entrent en action, courent jusqu'au chalet et trouvent le corps de Steve. Et en fait, Kim n'a jamais eu l'intention de donner une seconde chance à Steve dans leur mariage. Car en fait, Kim a déjà une liaison avec un homme beaucoup plus jeune qu'elle, qui est dans les Marines, et en fin de compte, elle en a fini avec Steve. Alors que Steve commence à dire à ses amis, à sa famille qu'il va faire un gros effort pour sauver son mariage, Kim va voir ses amis et leur dit ouvertement qu'elle veut assassiner son mari. Personne ne la prend au sérieux, bien entendu. Ils pensent tous qu'elle ne fait que se défouler, et c'est un peu dramatique, mais bon. Mais dès qu'ils apprennent que Steve est mort dans un incendie, ces gens-là se précipitent à la police pour leur dire qu'ils sont presque sûrs que Kim a quelque chose à voir avec cette affaire. Kim a été reconnu coupable du meurtre de son mari et condamné à la prison à vie plus 30 ans, le 20 mars 1999. Il s'avère que la raison principale pour laquelle Steve est si secret ou était si secret avant de partir en voyage, c'était qu'il voulait vraiment que ce voyage soit incroyablement romantique et spécial, un peu comme la recréation du premier rendez-vous du couple. Donc il a appelé tous les amis, les membres de la famille de Kim, il leur a posé plein de questions sur les choses que Kim aime, parce qu'il voulait intégrer tous ses centres d'intérêt dans ce voyage. Et lorsque, après ces appels, Steve écrit ses notes, il ne se contente pas de noter la logistique du voyage et ce qu'il faut faire, mais il écrit également à quel point il adore Kim, combien il est enthousiaste à l'idée de leur avenir et de ce qu'il veut construire avec elle en tant que famille. Steve croit vraiment qu'ils sont sur la voie de la réconciliation et de toute évidence, il n'était pas le seul à avoir des projets pour ce week-end. Comme dans mes autres histoires, si vous êtes attentif, vous aurez remarqué en fin de compte comment Kim Rico, donc la meurtrière, est un personnage complexe. Au premier abord, elle semble être une femme ordinaire, pleine de vie, sociable, mais quand on gratte la surface, on découvre en fin de compte des traits beaucoup plus sombres.
Kim a toujours été extravertie et elle aime être entourée de monde, mais derrière ce masque charmant, elle cache une capacité relativement inquiétante à manipuler les autres. Lorsqu'elle planifie le meurtre de Steve, elle montre un niveau de calcul quand même assez effrayant. Elle joue la comédie de réconciliation, elle joue le jeu de l'escapade romantique, tout en gardant ses véritables intentions bien dissimulées. Cette manipulation, cette capacité à cacher ses vraies émotions, ce sont donc les signes des narcissiques ou des sociopathes. Kim justifie ses actes par son désir d'être avec un autre homme et par sa frustration envers Steve. Pour elle, son bonheur personnel justifie le meurtre de son mari. Cela montre un profond manque d'empathie et une incapacité à comprendre les conséquences de ses actions sur les autres. Elle est totalement déconnectée, émotionnellement parlant. De plus, un détail que je n'ai pas donné dans l'histoire, mais dont on s'est rendu compte lors de l'enquête, la raison pour laquelle elle ne s'est pas contentée de divorcer, parce que c'est ce qu'elle aurait pu faire, c'est tout simplement que Steve avait une assurance vie et qu'elle voulait également empocher un petit pactole. Donc il y avait pas mal de calculs. Et donc, c'est l'un des aspects les plus troublants de Kim, c'est son absence totale d'empathie. Elle regarde Steve mourir lentement et douloureusement, hein. Elle montre pas de remords. C'est une froideur émotionnelle typique des psychopathes ou des sociopathes qui peuvent commettre des actes très cruels sans ressentir le moindre culpabilité. Et d'ailleurs, elle n'a toujours pas de culpabilité aujourd'hui en prison. Elle est toujours en prison et elle mourra en prison parce qu'aux États-Unis, perpétuité, ça veut dire perpétuité. Donc elle ne sortira jamais. Et même aujourd'hui, elle ne montre absolument aucun signe de remords. Et d'ailleurs, même lors du dîner-théâtre, qui est censé être un moment de bonheur et de détente, Kim est déconnectée. Elle n'est pas intéressée par les sentiments de Steve et elle se concentre uniquement sur ses propres désirs, sur le fait que, bah oui, mais pourquoi est-ce qu'il n'est pas content, et pourquoi est-ce que c'est ça, etc., etc. Donc ça, c'est également une personnalité relativement égocentrique et détachée. Kim Rico incarne donc un profil psychologique marqué par la manipulation, par la froideur émotionnelle, par la rationalisation. Elle a une très bonne capacité à planifier et à exécuter un meurtre sans remords, combiné avec une absence totale d'empathie. Donc ça, je dirais qu'on pointe quand même pas mal vers des traits antisociaux et psychopathiques. Et donc derrière son apparence charmante se cache une personne avec de graves troubles cognitifs et comportementaux, et le plus probablement une sociopathe. Voilà, j'espère que vous avez bien aimé cette histoire et je vous retrouve bientôt pour une histoire suivante. Au revoir.